Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux trucs qui sont à peu près indépendants. Donc le premier, c'est PyInstaller et le deuxième, Vue.js Network. Je vais commencer par le moins graphique, PyInstaller, qui va être un petit peu rébarbatif, mais qui peut être utile. En gros, PyInstaller, ça fait quoi? Ça vous permet de créer des applications portables. Donc par application portable, ça veut dire des trucs où il suffit de copier le ou les fichiers, de cliquer dessus et ça se lance. Donc, vous allez me dire: «Mais pourquoi on fait ça?» En fait, il y a pas mal de situations, où ça peut être, utile. Par exemple, pour le Lynx, souvent pour les assistantes, je fais des trucs comme ça. Donc, par exemple, pour Gabrielle, j'avais fait un petit exécutable pour compresser automatiquement les vidéos des séminaires. Et là, plus récemment, pour Anna, j'ai fait une première version du LDAP Explorer qui lui permet un petit peu de regarder, et d'automatiquement corriger des problèmes dans le LDAP sans qu'elle ait vraiment à tripatouiller le PHP LDAP MyAdmin, qui peut être sinon un peu rebutant. Et une autre situation où ça peut être sympathique, c'est voilà, vous avez un ordinateur où, grosso modo, vous avez à peu près aucun droit ou des droits très très limités. Donc, je pense typiquement à un ordinateur de démo qu'on vient de vous passer, ou à une liaison VPC. Et voilà, vous voulez lancer un truc, vous ne pouvez pas installer, parce que si vous installez, ça sera réeffacé la prochaine fois. Dans ces cas-là, un truc automatique par PyInstaller, ça peut être utile. Donc, donc voilà ce que fait PyInstaller. Donc pour les ressources, voilà, je vous ai mis deux liens dans le notebook qui est déjà disponible sur la page de la page du Lynx. Et juste pour vous montrer de quoi on parle, quelques petits exemples vite fait, bien fait. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc une petite fonction hello world.exe. Voilà, qui ne fait que écrire hello world. Et puis si vous continuez, hello world, et pour arrêter, non, hop. Et une fonction myplot, pareil, .exe, donc portable. Alors là, elle va être un peu plus lente à lancer pour des raisons que j'expliquerai un peu plus tard. Enfin, globalement, il y a plus de trucs à faire, quoi. Allez, petit. Voilà. Ou, en gros, vous rentrez une fonction, typiquement sinus de x. Pouf. Et oh, vous avez sinus de x qui apparaît. Voilà. Si vous avez envie, bref, vous connaissez l'interface. Hein. Si vous voulez en rentrer une autre, vous rentrez une autre. Et voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc que vous pouvez faire avec PyInstaller. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que tout ce qui est nécessaire, c'est de filer le point .exe. Et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir Python installé, il y a besoin d'avoir strictement rien installé. Le truc va se débrouiller tout seul comme un grand. Il se passe quoi si tu exécutes ton exécutable sous, je sais pas, sous Linux ou Windows? Enfin, est-ce qu'en gros, PyInstaller génère un exécutable par plateforme? Ah, j'adore quand tu prédis mes slides. Donc, l'exécutable, en fait, évidemment, il ne va marcher que sur un OS qui est compatible avec l'OS où ça a été créé. En gros, Windows, et encore, je pense qu'il ne faut pas mettre du 95 et du 10 ensemble. Typiquement, du 7 et du 10, ça a marché. Enfin, voilà. Et Linux, encore, il ne faut pas que ce soit un Linux trop. Enfin, voilà, il faut que les Linux aient globalement la même architecture entre le Linux où ça a été créé et le Linux où c'est exécuté. Et pareil pour macOS. Mais macOS, vu qu'il n'y a qu'un OS, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, ça répond à ta question. Le truc, faut que vraiment l'OS OS, indépendamment des distribs Python qu'il y a derrière, ça on s'en fout puisque ce ne sera pas utilisé, mais l'OS en lui-même doit être à peu près le même que celui où ça a été exécuté. Ça répond à ta question? Oui, je me doutais que ce serait la réponse. Je pense que par contre, la vraie réponse très précise, c'est ça dépend de l'architecture et ça dépend de la libc qui est sous-jacente. Oui, Donc, si c'est un exécutable ELF ou je sais pas quoi, mais je vais vous épargner les détails techniques. Mais oui, ça répond à la question. voilà, oui, évidemment, si tu fais une compilation x64, ça ne marchera pas sur un truc Android ARM. Enfin, ouais, c'est des choses comme ça, évidemment. Voilà, c'est ça. Donc, pour ce tuto, voilà, ce tuto, j'ai fait le truc qui marche pour moi. Et donc, c'est du Windows 10 avec Conda. Alors, Conda ne sert pas à l'exécution, mais Conda va servir pour la création du truc. Donc, c'est pour ça que je précise que c'est Conda. Et PyInstaller a l'air de marcher pour tout le reste, mais par contre, je ne vous promets pas que le process écrit ici marchera pour tout le reste. Faudra essayer, il y a des petits trucs à apprendre. C'est relativement costaud comme bestiaux, surtout si vous faites des ventes, mais voilà, il faut savoir ça. Donc, la première étape, faut avoir un code.
Voilà, donc les points paille, alors je ne les ai pas mis sur le site, je verrai si on les envoie plus tard. Mais globalement, voilà, ça c'était le code. Alors, je vous épargne le main, mais c'était le code du Hello World. Vous voyez, code très compliqué, blablabla, et donc qui fait, voilà, et le code du plotting tool, avec un bel appel à la fonction eval que nous aimons tous. Voilà, eval qui permet de traiter une chaîne de caractères comme si c'était du code. J'adore cette fonction. Et donc, voilà le truc qui fonctionne. Voilà, donc vous faites votre code, vous vérifiez qu'il fait ce qu'il faut. Et donc, une fois que votre code tourne bien, ben, en fait, vous êtes prêt à y aller. Et donc là, la première étape, alors ça va être peut-être la première fois, peut-être la seule, vous allez m'entendre dire du bien des environnements virtuels. En fait, vous avez besoin de créer un environnement virtuel. Donc pour faire ça, ben, hop, voilà, typiquement, voilà, vous avez votre truc, vous avez votre endroit où vous avez vos exécutables qui sont placés. Je ne sais pas si vous voulez que je le fasse en live ou pas, ou juste je le raconte, c'est comme vous voulez. Ça va être un peu plus long si je le fais en faisant vraiment. À toi de voir ce qui sera le plus clair. Bah écoutez, je vais le faire sans, et si à un moment donné vous dites montre-moi, voilà. Donc les environnements, alors je recommande, je vais expliquer pourquoi, de faire les environnements en conda. Donc pour ça, ben, vous pouvez vérifier la liste de vos environnements conda en faisant conda env list. Donc voilà, c'est pour vous rappeler ce que vous avez fait, histoire d'avoir pas des environnements qui traînent dans tous les sens. Et globalement, la commande magique pour créer un environnement minimal, c'est conda create. Donc note default packages, ça veut dire à poil autant que possible. Donc le nom de votre environnement. Et Python, ça c'est juste pour dire installe Python, installe Python quand même. Ce qui est rigolo parce que du coup, en fait, ça va installer pas le Python de votre distribution, mais le Python le plus récent en cours. En l'occurrence, moi je suis 3.7, mais quand je fais ça, ça me crée un environnement 3.9. C'est rigolo, ça passage de vérifier que ça fonctionne bien. Bref, donc en faisant ça, ben voilà, vous créez votre environnement, donc avec juste Python et vraiment 2-3 packages essentiels à côté, genre pip et setup tools. Et pour rentrer dans votre environnement, c'est conda activate et le nom de votre environnement. Voilà. Alors, ce qui est très important, en tout cas au moins pour Windows, peut-être que c'est moins sur Linux, c'est d'utiliser le gestionnaire d'environnement conda et de ne pas utiliser le gestionnaire d'environnement Vanv qui est fourni de manière native par Python. La raison que j'ai observée moi sur mes tests, c'est qu'en fait les Vanv Python, je ne sais pas pourquoi, mais ça bave dans tous les sens et vous arrivez pas, enfin en l'occurrence, il va tout le temps essayer de pécho des packages qui ne sont pas dans le Vanv. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai observé. Donc il y a vraiment des problèmes d'isolation entre Conda et le Python Vanv natif. Donc c'est pour ça que je recommande d'utiliser les Vanv créés par Python, par Conda, pardon, les Conda Env. Comme ça, vous aurez quelque chose qui sera aussi propre que possible. So far, so good? Est-ce que vous voulez que je... Bah oui. Après, je suppose que les problèmes que tu as observés, c'est justement lié au fait que tu as peut-être une installation Conda. Peut-être que si tu as une installation sans Conda, Vanv, Ah, je c'est pense que si bien. tu as une installation pure pipe, oui, Vanv doit fonctionner. Sur une installation Conda, il vaut mieux utiliser le Vanv fourni par Conda. Il y a trop d'interactions bizarres si on fait le Vanv natif. Ouais, ouais, pas de problème. Ça ne me surprend pas beaucoup en fait, mais ok. Voilà. Donc ensuite, il faut vérifier. Donc là, vous êtes rentré dans votre environnement virtuel. Donc vous avez une distribution Python minimaliste et vous checkez que votre code fonctionne bien. Donc par exemple, le code Hello World, vu qu'il utilise à peu près strictement rien, normalement il devrait marcher. Et le truc qui affiche des graphiques, lui, normalement, il va se plaindre parce qu'il n'aura pas NumPy, il n'aura pas Matplotlib. Et donc, quand je manque des packages, la recommandation que je vous fais, c'est de faire des pip install au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez votre code qui s'exécute. Alors, pourquoi faire des pip install à l'intérieur d'un environnement virtuel Conda? Alors, je pourrais vous dire que c'est comme il ne faut jamais taper Google dans Google, il ne faut jamais taper Conda dans Conda. Non, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que Conda et pip, ils n'ont pas exactement la même manière d'installer les packages. Et c'est un truc très bête, mais le package NumPy de Conda, je ne sais pas quelles optimisations ils ont faites, mais quand PyInstaller essaye de le récupérer, il y arrive, mais ça vous fait des exécutables qui en gros font 400 mégas de plus. Donc, si vous utilisez le NumPy installé par Conda dans votre Vanv, vous allez avoir un prix d'entrée pour votre exécutable de 400 mégas.
Donc, c'est un peu trop lourd. Et voilà, pip a l'air d'être plus compact. Alors, je dis ça pour NumPy, mais je crois qu'il y en a 2-3 autres où c'est aussi le cas. Donc, globalement, dans votre environnement Conda, vous faites du pip install et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez votre code qui s'exécute comme vous le désirez. Ouais. Alors, petit aparté, peut-être l'occasion de lancer un débat avec Marco et François. La plupart des devs vont vous dire qu'il faut commencer par créer votre Vanv et vous travaillez directement votre code dedans. C'est possible. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas cette phase de recréation des pipes pour que votre code soit fonctionnel. Pour moi, il y a quand même un inconvénient, c'est que si vous faites ça, il va y avoir une probabilité relativement élevée que votre environnement soit un peu pollué par des packages qui sont inutiles. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère travailler sur un environnement un peu bateau qui contient plein de trucs et quasiment au dernier moment, trouver le set de packages minimaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un peu différent. Enfin, selon moi, je ne sais pas ce que Fanfan en pensera. Normalement, en fait, dans ton setup.py, tu es censé lister au fur et à mesure les dépendances de ton module Python vis-à-vis des autres modules Python. Donc, c'est plutôt lui, en fait, que tu maintiens au propre au cours du temps. Et j'imagine que si tu le fais correctement dans ton setup.py, par définition, le jour où tu vas faire un Python setup.py install, il va installer avec pip ce qui manque. Et donc, ça va t'éviter, en gros, de refaire ta boulette 2 où tu fais des pip install et Hmm. tu joues au Gnet. Soit dit en passant, alors là, c'est plus pour les Linuxiens. En fait, quand tu crées un package Python, tu as le setup.py qui est vraiment le truc au sens de pip. Et si tu es Debianeux, en fait, tu as un fichier supplémentaire qui s'appelle stdeb.cfg dans lequel tu listes les dépendances des paquets Debian. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes noms entre les paquets Debian et les noms des paquets Python. Hmm. Ça, c'est juste for the record, hein. Mais bref, je pense que la réponse, c'est si tu fais ton setup.py proprement et que tu le maintiens à jour proprement au cours du temps, tu as déjà répondu à toutes ces questions dans ton setup.py. Oui, mais après, là, l'exemple que je donne, c'est le cas où, en fait, ton exécutable n'est pas packagé. Ah oui, d'accord. Mais j'imagine que tu auras à faire un setup.py à un moment dans ton truc. Pourquoi? Parce que tu as dit que dans tes dépendances, au bout d'un moment, tu aurais besoin de pip et ainsi de suite. Donc, C'est là. Mais hop, je te remontre le code. Voilà. Là, mon point paille, en gros, c'est ça, hein. non, mais le point paille, ok. Mais ma question, c'est est-ce que pour que PyInstaller marche, tu auras besoin de créer un setup.py? Non, D'accord. non, non, non. D'accord, oui. Donc, Principalement, il essaye de ne pas être trop con, il va lire là-dedans. Et alors, ça, c'est pas dans les slides, mais il y a des situations où tu importes des packages comme un bâtard, typiquement dans une fonction. Et ce mhm. truc-là, il ne va pas le capter par défaut. Et tu as des options pour lui dire tiens, au fait, tu ne le trouveras pas, mais charge aussi ce package. Voilà. Mais sinon, par défaut, le D'accord. principe, c'est il regarde l'entête et il récupère les imports et les dépendances des imports. Ça répond à ta Alors, question? dans ce cas-là, pourquoi tu as besoin de faire des pip install s'il est déjà capable de lire le code? Parce que dans ton ventre, tu n'as pas NumPy, tu n'as pas Matplotlib. Ça répond à ta question? Oui, mais du coup, pourquoi il a besoin de lire le code si de toute façon il se base sur ce qui a été pipé? C'est un peu contradictoire. Alors, Soit il se base sur ton Venv et il n'a pas besoin de regarder le code, soit il se base pas sur ton Venv et il regarde le code, et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de faire des pipes. Enfin, c'est un peu non, je bizarre, hein. pense qu'il doit y avoir, enfin là, encore une fois, c'est juste l'expérience qui me montre que normalement, il fait ce que je t'ai dit, c'est-à-dire il se base uniquement là-dessus et sur les dépendances. Et après, le truc peut baver comme un saloupio. Par exemple, si par hasard j'exécute PyInstaller dans mon environnement principal, pour une raison que j'ignore, alors ça plante, mais ça plante parce qu'il essaie d'injecter tous mes modules notebook. Et il y en a un qui est bloqué en écriture pour je ne sais plus quelle raison. Enfin voilà, en gros, à un moment donné, il bave. Il bave. Et donc, j'ai pas envie que toutes les modules NBConvert et compagnie soient injectés dans mon point exe juste parce qu'il a trouvé qu'il pouvait y avoir un lien entre Matplotlib et les notebooks. D'accord. Voilà. Il y a un peu de magie noire, je suis tout à fait d'accord, mais voilà, c'est comme ça. Ouais, c'était le fond de ma question, en fait.
Il y a un peu de magie noire. Théoriquement, il n'y aurait pas besoin de créer de Venv, il est censé se débrouiller comme un grand. Voilà, donc dans un monde parfait, il n'y aurait strictement rien à faire. Là, je te donne juste le truc pour que ça marche pas trop mal. Mais sinon, en fait, une fois qu'il a fait ça, il y a un dernier pip install à faire. C'est le pip install PyInstaller à l'intérieur de votre Venv. Parce qu'encore une fois, si vous ne faites pas ça, il va tenter d'exécuter le PyInstaller de votre distribution de base et ça va tout faire foirer à nouveau. Donc, le dernier module que vous installez, c'est PyInstaller. Et une fois que vous avez fait ça, la commande typique, c'est PyInstaller -f -i. Enfin, en gros, c'est PyInstaller myplot.py. Voilà, là, juste, j'ai mis les deux options dont je me sers moi, quelquefois. L'option F, c'est pour dire de créer un seul fichier .exe, un unique fichier. Parce que si vous ne faites pas ça, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va créer un gros répertoire où il y aura plein de DLL, de trucs comme ça, et au milieu de tout ça, le .exe. Donc voilà, donc avec -f, vous avez un seul fichier, le .exe, et il est de taille plus petite parce qu'en fait, il compresse un peu tout ça. L'inconvénient, et vous l'avez un peu vu tout à l'heure, c'est quand vous faites le -f, c'est un peu plus lent à s'exécuter que quand vous avez toute votre distribution sous forme de répertoire. Et la raison, c'est qu'en fait, le répertoire, il en a besoin, et quand vous cliquez sur le .exe, il va virtuellement le décompresser pour s'en servir. Donc, vous avez ce temps de décompression que vous allez vous prendre dans la tête. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour la bonne bouche, moins ifavicon, c'est vous rajoutez votre pictogramme favori dans votre .exe, comme ça. Voilà. Là, ici, vous ne voyez pas, mais il y a un petit platypus. Et là, ici, vous devez le voir un petit logo. Je ne dis pas que c'est le logo du Lynx, mais c'est un petit logo qui est facile à mettre. Voilà. Et éventuellement, si vous avez besoin de nettoyer, c'est-à-dire si vous pensez que vous n'avez plus besoin de votre Venv pour l'instant, vous quittez votre Venv avec la commande conda deactivate et vous lui pétez la gueule avec cette commande-là. Voilà. Et accessoirement, donc, en fait, quand vous faites un exécutable, alors c'est vrai que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas recréé de Venv, typiquement, vous allez avoir un répertoire dist, vous allez avoir vos exécutables prêts à faire, et un répertoire build qui va contenir les fichiers intermédiaires. Et si vous considérez que vous n'avez plus à traiter le truc, vous pouvez pruner le répertoire build, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est tout pour la partie PyInstaller. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des insultes avant qu'on passe au deuxième truc? Allez-y. Pour moi, c'est bon. OK. Est-ce qu'il y a des chances que ça marche sur Mac? Normalement, oui. Normalement, oui. Attends, hop. Clac. Mais après, c'est pareil, c'est Mac pour un Mac. Oui. Voilà. Ok, super. Donc oui, ça fait partie des trucs. Alors, j'ai pas testé, mais en tout cas, la doc dit que ça va bien se passer. On passe à la suite? J'ai une petite question. Ouais. Est-ce qu'on peut faire, disons, l'équivalent de ce qu'on appellerait de la cross-compilation? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser PyInstaller pour essayer de faire un exécutable pour un autre système? Sauf si tu as une machine virtuelle derrière. Enfin, voilà. PyInstaller, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'OS dans lequel il s'exécute et il récupère tous les bouts dont il a besoin par rapport à cet OS-là. Donc, tu ne peux pas faire de cross-compilation sauf à passer par des VM ou des choses comme ça. OK. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de la doc. Hein. Je peux me planter, mais… Non, mais c'est logique. Enfin, je pense que ton explication est la bonne. Si par exemple tu voulais faire la même chose avec du C, par exemple, tu aurais besoin d'avoir le compilateur qui permet de compiler l'exécutable vers la bonne plateforme. Et donc ça, c'est une question qui moralement est extérieure à PyInstaller. Donc c'est pour ça que ta solution à base de VM pourrait faire le travail. Et c'est là également la raison pour laquelle, enfin, à moins que PyInstaller connaisse toutes les architectures du monde et toutes les distributions Python du monde, ce qui est clairement contre l'esprit, c'est pas possible.
Ok, ok. Mais bon, enfin voilà, honnêtement, au moins de Windows à Windows, il fait un taf relativement correct. Voilà, c'est ce que je trouve. Les exécutables sont un peu gros, mais voilà, ça, Marco dira que c'est normal avec Python qui commence toujours par installer 40 000 trucs et après discuter. C'est quoi l'ordre de grandeur? Alors, donc, vraiment le truc minimal, c'est voilà, 7 mégas. Là, par exemple, le MyPlot, avec NumPy et Matplotlib, tu t'en sors à 33 MB. Ah oui. On fait ce qu'on peut, hein. Bah, non, mais tu as vu la taille de NumPy quand tu l'installes? Non, non, mais c'est plus le Hello World qui me choque le Le plus. truc, c'est que Hello World contient dans Hello World, tu as un Python 3.9 complètement Oui, fonctionnel. oui, non, mais je comprends pourquoi ça fait 7 mégas, mais C'est que si tu veux, pour le ça fait même prix, sur le Hello World, quoi. pour le même prix, je pourrais te faire un CLI, une command line interface Python 3.9 qui s'exécuterait en standalone n'importe où. Standalone. Ben oui. C'est-à-dire, là, dans mon code Hello World, donc hop, bon, Ah oui, j'ai oui, d'accord, oui, je vois ce j'ai que tu juste veux dire. fait ça, mais je pourrais faire un truc qui juste exécute les commandes Python les unes après les autres, hein, Oui, oui, oui. et ça marcherait exactement pareil, et ça aurait exactement la même taille. Oui, oui. Donc voilà, 7 mégas pour un Python embarqué standalone, c'est pas si mal. Enfin, ça va. Hmm. Bon, vous êtes prêts pour passer à la suite? Oui. Ouais, vas-y, on est chaud patate. Oui. Ouf, voilà. Donc la deuxième partie, c'est plus pour s'amuser un petit peu à faire des graphes. Donc voilà, je vais vous apprendre à utiliser du JavaScript, et plus précisément Vue.js, enfin VisNetworks, pour afficher des réseaux ou des graphes, soit sur des pages web, soit sur des notebooks. Alors, Je pense qu'il est utile en tant qu'introduction de souligner le fait que c'est la techno que tu utilises sur le site du Lynx pour les graphes des auteurs. tu as un don pour trouver mes prochains slides qui est génialissime. Non, mais on est connectés, toi et moi. Nous sommes frères spirituels, malgré la distance. Voilà, donc Vue.js, qu'est-ce que c'est que ce machin? En fait, c'est une librairie JavaScript qui est assez grosse. Alors, elle est maintenue, mais elle a des tonnes de forks, c'est son gros problème, on y reviendra plus tard. Et à l'intérieur de Vue.js, moi j'avoue que j'utilise qu'un seul truc, c'est VisNetwork, c'est le sous-module dédié au graphe. Pourquoi j'utilise ça? Parce que je trouve que c'est simple, assez intuitif à utiliser et que ça permet de faire pas mal de choses. Alors, généralement, quand vous parlez aux gens d'affichage graphique en JavaScript, la plupart, et y compris Marco et moi au début, vont vous dire que D3JS, c'est ce qu'il faut. Alors, D3JS, il faut savoir que c'est effectivement le gros standard d'affichage, que c'est un outil qui est effectivement super puissant, mais par contre, la courbe d'apprentissage est juste monstrueuse. Donc, quand vous ne savez pas faire de D3JS, il va vraiment falloir faire un gros investissement pour apprendre à s'en servir. Là où VisNetworks, que je vais vous montrer aujourd'hui, normalement, après ce tuto, vous pourrez commencer à vous en servir. Donc ça, c'est quand même pas si mal. Et donc, J'ajouterais aussi que, alors c'est dit sans être dit, en fait, D3, c'est très compliqué parce que déjà, il faut être familier des callbacks et c'est pas forcément dans les cordes de tous les chercheurs comme manière de programmer. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que ça repose sur des design patterns qui sont pas intuitifs. Et le troisième problème, c'est que il y a de grosses différences de compatibilité entre des codes D3JS version 4 ou version 5. Et quand vous allez tomber sur un exemple sur Internet, ce ne sera pas évident, avant d'avoir un peu de pratique en D3JS, de savoir de quelle version on parle. Et en fait, il faut savoir que les scripts ne sont pas du tout compatibles entre eux. Et ça va rendre encore plus difficile l'apprentissage. Donc, nous, c'est une des raisons pour lesquelles, au début, avec Fabien, on était parti sur du D3. Et au bout d'un moment, on en a eu marre et Fabien a trouvé cette techno. et donc, comme disait Marco, avec VisNetworks, en gros, on peut faire des trucs comme ça. Voilà. Donc tout ça, c'est fait en VisNetworks avec un petit peu de JavaScript en plus. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, vous avez tous les gens du Lynx et comme relation leurs articles en commun, par exemple. Hop, si je clique ici,
Tac. Voilà, entre Ali et François, c'est les deux articles qu'ils ont en commun, la partie 1 et la partie 2 des espaces discrets unimodulaires et leurs dimensions. Voilà. Fabio et Myriana, clac, ils ont un papier en commun, etc. etc. Donc, hop, Sébastien et moi, tiens, hop. Notre fameux article Dailymotion, voilà, c'est le papier qu'on a pris en commun, et on peut continuer comme ça, et même si on peut s'amuser. Donc là, c'est juste les membres actuels du Lynx, et si vous avez envie de souffrir, voilà, tous les gens qui sont passés par le Lynx depuis la nuit des temps. On commence à faire du monde, mais c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Tac. Donc voilà, tout ça, c'est fait essentiellement avec du Vis Networks, et alors pour le coup, quelques petites callbacks JavaScript, mais je ne vais pas en parler immédiatement. Tac. Voilà, voilà. Donc. Mais globalement, vous allez pouvoir commencer à faire un truc qui ressemble un petit peu à ça aujourd'hui. Donc, alors, je pars du principe que comme moi, vous n'avez aucune notion de JavaScript. Donc, voilà, je suppose que je vais me faire insulter plein de fois. Mais de ce que j'ai compris de JavaScript, c'est avant tout un langage interprété, exactement comme Python. Et sauf que son intention, c'est pas d'être simple, c'est de pouvoir être intégré aux pages HTML. Donc voilà, il y a évidemment des différences sur la manière de coder. La principale de très très loin dans le noir, c'est que là où Python, c'est l'indentation qui gère la structure du code. En JavaScript, on est plus classique, on a un système de parenthèses. Alors, quand je dis parenthèses, c'est parenthèses ou accolades, et de points-virgules qui structurent le code. Et tout comme Python, et tout comme la plupart des langages, en fait, il y a des packages ou des modules qui nous permettent d'avoir des possibilités améliorées par rapport au JavaScript nu, comme le Python nu. Voilà, on ne fait pas grand-chose, et quand on rajoute des packages, c'est plus sympa. Alors, un package que j'ai fini par accepter d'utiliser, au début, j'utilisais du JavaScript nu, c'est jQuery. Et le parallèle que je fais, c'est que si vous imaginez que JavaScript, c'est tech, jQuery, c'est la tech. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'en utiliser. On peut faire vraiment du pur tech, mais c'est quand même vachement plus simple de passer par jQuery. Il y a pas mal de commandes qui sont vraiment des commandes qui prennent 2-3 lignes en JavaScript, prennent 6-7 caractères en jQuery, et le code reste totalement lisible. Enfin, au contraire, souvent il est plus lisible. Donc, je recommande, si vous devez faire du JavaScript, directement essayez d'apprendre en fait jQuery, qui vous permettra d'avoir une syntaxe un peu plus simple. Et un autre package, c'est Vis.js, voilà, le package que je présente aujourd'hui. Enfin, Vis.js Network, Vis Network. J'ajouterais que jQuery, si vous avez le bon goût d'utiliser du jQuery, normalement, votre code marchera quel que soit le navigateur. Alors que si vous faites du JavaScript à poil, il y a des chances que ça marche sur votre navigateur parce que vous avez testé dans votre navigateur, mais vous avez intérêt à vérifier dans d'autres navigateurs parce que vous pouvez avoir des surprises. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est un truc assez général du monde merveilleux des navigateurs, c'est que théoriquement, tout est standardisé, et en pratique, alors pour une raison historique qui se comprend, c'est-à-dire historiquement, les gens faisaient des pages web avec les pieds, et donc la plupart des pages web, en fait, étaient mal codées. Et donc, chaque navigateur devait implanter ses propres techniques pour arriver à afficher quelque chose de correct, quelles que soient les fautes incluses dans les pages d'origine. Et à cause de ça, il y a eu des divergences justement sur la manière d'interpréter des trucs qui ont fini par impacter en fait le standard même. C'est-à-dire, au début, ils devaient tous respecter le standard et être différents sur la manière de traiter les fautes. Mais à force de mettre des rustines pour traiter les fautes, ils ont fini par interpréter le standard de manière différente. Et jQuery essaye de réunifier tout ça. C'est-à-dire derrière jQuery, il y a vraiment un test, c'est quel navigateur, c'est quel OS, c'est quel truc, et qui essaye d'uniformiser tout ça. Donc le code est assez. Enfin, j'ai jamais regardé le truc, mais je pense que c'est un beau bestiau jQuery, quoi. Voilà, voilà. Quoi d'autre sur JavaScript? Il faut un petit peu parler des entrées-sorties. Donc en notebook, on est habitué à avoir les input cells et les sorties output cells. Enfin, de manière générale, dans la plupart des langages, l'input, c'est un texte ou des arguments, et l'output, ça va être typiquement une sortie standard. Donc en JavaScript, généralement, les entrées-sorties, en fait, elles sont faites directement au niveau de la page. Alors, je vais passer sous silence des accès en écriture et lecture via le réseau, mais principalement, c'est tout à l'intérieur de la page que ça se fait. Donc, au niveau des entrées, c'est-à-dire des trucs qui vont déclencher des fonctions, en fait, ça va être tout changement dans la page, c'est ce qu'on appelle des événements.
Et donc, les événements peuvent être configurés pour déclencher l'application de fonction. Alors, événement, ça peut vraiment être sélectionner une partie de la page, ça peut être cliquer à un endroit, ça peut être rentrer du texte dans un formulaire. Tout ça, ça peut être des événements et tout ça, ça peut être capturé par le JavaScript et redirigé comme entrée pour une fonction qui va s'appliquer. Et pareil, au niveau de la sortie, la manière standard dont vous allez gérer la sortie en JavaScript, c'est choper un élément de la page, typiquement un div, une balise div, et à l'intérieur de cet élément, vous allez injecter en fait votre sortie. Donc voilà, c'est un petit coup à prendre quand on n'a pas l'habitude. Mais voilà, l'input, c'est la page qui la déclenche, et l'output, c'est dans la page que c'est déversé. Je le dirais juste légèrement différemment. En fait, JavaScript, c'est un langage qui est exécuté par le navigateur, donc c'est côté client. Donc, ça veut dire que en fait, vous pouvez lancer une page où toute l'interactivité est gérée par JavaScript, donc localement à votre ordinateur, parce que tout est fait dans le navigateur. Et ensuite, comme c'est fait côté navigateur, si ensuite vous voulez côté navigateur avoir des interactions avec le réseau, c'est également possible. Mais à la base, c'est le JavaScript. On va dire dans les années 90, l'idée c'était vous avez besoin d'interactivité au niveau de l'interface graphique qui n'a pas besoin d'interagir avec le serveur. Par exemple, vous avez un menu, vous voulez qu'il soit déroulant. Ça ne sert à rien d'interagir avec le serveur pour dire réaffiche la page en déroulant le menu. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire purement du côté du client. Et donc, on avait tendance à faire en JavaScript à l'époque. Aujourd'hui, on le ferait autrement, mais bon, peu importe. Et ça, c'est vraiment le point essentiel, c'est JavaScript, c'est côté client. Alors après, les puristes de JavaScript diront maintenant on peut faire du JavaScript côté serveur avec Node.js, mais ça je vous l'épargne parce que c'est une hérésie intellectuelle à mon sens. Mais bon, c'est très bien Node.js, c'est très bien. Quoi, Rémi est dans le call? Non, il y a Ludo. C'est un collègue à Rémi. Oui, je sais, mais tu ne vas pas lui répéter ce qu'a dit Marco, si? Mais sinon, ce que je voulais dire là, c'était plus, c'est pas comme quand tu écris un programme Python et que tu fais Python, mon programme, mes arguments, et que tu as après en sorti le truc. C'est que voilà, tes arguments, il faut que ça soit traité au niveau de la page, et ta sortie, c'est pareil, il faut qu'elle soit traitée au niveau de la page. Tout à fait. Et en fait, comme l'arbre d'homme, donc en fait, tes fabrications de HTML, div, images, etc., c'est maintenu en mémoire dans le navigateur, donc côté client. C'est pour ça que JavaScript, en fait, te permet d'aller altérer dynamiquement l'arbre d'homme pour injecter des nœuds HTML, en retirer ou en modifier. Et c'est comme ça qu'en fait, tu peux modifier dynamiquement le contenu de ta page. Voilà. Donc, je continue. Alors, un format qui est essentiel, alors ça va sûrement ennuyer beaucoup, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le format JSON. Donc, JSON, alors normalement, en Python, il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais à l'origine, c'est un format qui vient de JavaScript. D'ailleurs, c'est JavaScript Object Notation. Et c'est le format vraiment standardisé, pour une fois qu'il y a un standard qui fonctionne, pour les données, la manière de stocker, de transférer les données en JavaScript. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un format qui est très facile à décrire en termes de Python. C'est que voilà, c'est des listes, des dictionnaires, et on va appeler ça des immutables. Alors par immutable, j'entends des nombres, des booléens ou des chaînes de caractères. Et sur un JSON, alors je n'ai pas vérifié, mais la norme, c'est que l'élément tout en haut, c'est une liste ou un dictionnaire. Voilà, c'est-à-dire un JSON, c'est une liste de JSON ou un dictionnaire de JSON. Quoi d'autre? Ben voilà, les dictionnaires, les clés doivent être des immutables. Les valeurs peuvent être par contre des listes, des dicts ou des immutables. Enfin, quand je me le refais. Je ne sais pas si les booléens peuvent être des clés sur un dict JSON, à vérifier. Mais en tout cas, les nombres et les chaînes de caractères fonctionnent. Et voilà. Et ce qu'il y a de très très bien avec ce format, c'est qu'en fait, ça fait très longtemps que Python l'a adopté, et en particulier le module par défaut JSON qui est fourni avec Python, il permet d'avoir une conversion immédiate. Donc ça, c'est quand même assez cool. C'est-à-dire, quand vous avez des résultats sous forme de liste ou de dictionnaire en Python, vous avez immédiatement quelque chose qui sera utilisable en JavaScript via le module JSON. Donc, toujours pour parler du JavaScript, en fait, comment ça fonctionne pour exécuter du code JavaScript? Donc là, je vais vous parler de comment on fait ça en HTML, puis après, comment on fait ça sur un notebook. Alors, en HTML, ce qui se passe, c'est typiquement quand vous avez des packages, des modules, vous allez les déclarer dans le préambule de votre page, c'est-à-dire avant la balise body.
typiquement, vous allez écrire des scripts, vous allez faire ça. Script, source égale là où se situe mon script. Et ça, ce que ça va faire, ça va charger le module pour votre page. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir charger jQuery, c'est comme ça que vous allez pouvoir charger Vue.js et tout ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, à l'intérieur d'une balise de script, écrire votre code JavaScript qui pourra utiliser les packages que vous avez chargés. Et c'est comme ça que c'est comme ça que le truc va fonctionner. Alors, une petite aparté, donc déjà pour vous introduire au monde de jQuery, il est fortement recommandé, si vous utilisez jQuery, que votre code, en fait, soit plus précisément, tiens, j'ai oublié la MyScript là. Au lieu que ça soit script, mycode script, je vous conseille de faire script $document.ready function lab. Là, c'est votre code et à la fin, mettez la balise fermante script. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, vous avez encapsulé votre code à l'intérieur d'une commande jQuery. Et en fait, qu'est-ce que ça dit cette commande? Ça veut dire, donc ça veut juste dire jQuery. Ça veut dire que vous allez commencer en fait à exécuter du code jQuery. jQuery appliqué sur votre document. Ça veut dire sur votre page web. .ready, et ça c'est le truc très important, attendre que le document soit prêt. En gros, la plupart des navigateurs, ils ont une sale habitude, enfin c'est au nom de l'accélération, c'est de commencer à exécuter des bouts de code avant même que votre page ait fini d'être rechargée. En particulier, les navigateurs modernes n'ont aucune garantie que le téléchargement sera fait de manière linéaire. Ils vont vraiment télécharger des bouts dans tous les sens. Et en utilisant ce document.ready, vous allez demander à votre script d'attendre que le document soit prêt, que tout ait été téléchargé, pour commencer à exécuter cette fonction qui ne prend comme argument rien et qui exécute votre code. Donc voilà, c'est juste un truc qui va éviter… l'exemple typique, c'est une situation où votre script va commencer à s'exécuter et va vouloir modifier un div qui n'a pas encore été chargé dans votre navigateur. Juste Donc, une remarque, c'est équivalent en JavaScript aussi de faire des fonctions et ensuite d'appeler par exemple une fonction init oui. Et ensuite de mettre dans le body onload égale et puis tu appelles la fonction init. Tout à fait. Mais là, ça permet vraiment d'avoir… je trouve qu'au niveau syntaxe… oui, c'est tout à fait. Alors, je n'utilise pas jQuery, mais je pense que je vais regarder un petit peu. Voilà. Je n'utilisais pas jusqu'à il y a peu et c'est vrai que j'ai fini par apprécier. C'est pas mal. Faites-en, c'est bien. Juste une petite remarque, en fait, le good practice que tu suggères, en fait, n'est requis que si ton JavaScript interagit avec ton arbre DOM. Sinon, c'est pas utile d'attendre que la page soit chargée. Oui. Donc, je mettrais juste une légère réserve à ce niveau-là, mais sinon, je suis d'accord. Il te manque un slash. Sinon. Voilà. Comme ça, il faudra que je le reliste. Voilà. Et donc ça, c'était pour faire du JavaScript en HTML. Alors, comment est-ce qu'on fait ça dans un notebook, comme ici? Alors, je vais vous parler de notebook avec un noyau Python, hein, parce qu'évidemment, vous pouvez avoir des notebooks où Node.js tourne, et du coup, ça va… vous aurez nativement la possibilité de faire du JavaScript dans un notebook. Mais là, le notebook actuel que je vous montre, c'est un notebook Python. Parce qu'on fait du Python. Hein. Et grosso modo, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire pour exécuter votre code JavaScript, vous allez avoir en fait des fonctions Python ou des Magic Notebook qui vont permettre d'exécuter ça. Le principal problème auquel je me suis heurté, c'est que l'importation des modules externes, typiquement Vue.js par exemple, parce que jQuery, je crois qu'il y en a un par défaut. Mais Vue.js, c'est un petit peu plus lourdingue. Et donc, moi, par exemple, j'ai trouvé une solution avec, trouvé sur Internet, hein, évidemment, avec un truc qui s'appelle Require. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est l'importation qui est un peu plus embêtante à réaliser. Et en fait, globalement, notre problème, c'est qu'il y a tellement de richesse dans le notebook, c'est qu'en fait, j'ai trouvé plutôt trop de manières d'exécuter du JavaScript dans un notebook, et il m'a fallu du temps pour trouver celle que je voulais. Donc voilà, il y a vraiment 40 000 manières de le faire, en écrivant des fichiers auxiliaires, des trucs comme ça, mais voilà, là je vais vous mettre une version assez simple. Donc, je vais vous raconter comment j'ai fait la page de titre. Donc, je vous la remontre. Tac, tac, tac. Comme il se doit, cette page a été exécutée
en utilisant le module. Ça, comment est-ce que j'ai fait ça? Tac. Donc, ce que j'ai fait, c'est la première cellule, en fait, je lui ai dit que c'était du code HTML. Et ce code HTML, c'est juste un div. Et sa seule caractéristique, c'est qu'il a un identifiant, en l'occurrence MyNetwork. Voilà. Donc, en gros, ça prépare un endroit où on va pouvoir injecter du truc. Et la deuxième partie, en fait, voilà, c'est du code JavaScript. Donc, vous utilisez par exemple la Magic JavaScript pour dire attention, je vais faire du JavaScript. Donc, ça, c'est le fameux patch pour charger le package viz. Donc, c'est pas très intuitif comme manière de faire, mais en gros, voilà, vous devez lui dire attention, j'ai besoin de charger ce package-là. Et sous réserve que ce package a été chargé, exécute cette fonction. Donc, cette fonction, c'est quoi? Donc là, c'est vraiment votre cœur de truc JavaScript. C'est vous déclarer un ensemble de nœuds. Alors, vous inquiétez pas, je vais y revenir plus tard, mais voilà, vous déclarez une liste de nœuds. Vous déclarez d'arrêt. Vous dites que vous allez avoir un graphe constitué par ces nœuds et ces arêtes. Vous déclarez quelques options. Vous dites que la cible, ça sera en fait, et voilà, ce div dont l'ID c'est MyNetwork. D'ailleurs là, j'aurais pu le faire en jQuery ce truc-là. Mais bref, vous dites que la cible de votre truc, ça sera vraiment le MyNetwork. Et vous instanciez, c'est-à-dire vous dites, crée-moi un nœud dont la cible, ben, c'est le container, donc le truc network, dont les données sont données par data, les nœuds et les arêtes, et dont les options sont données par les options. Voilà, c'est-à-dire ça, exécuter la page de garde. J'ai une question d'import lié à jQuery. C'est parce qu'il y en a. Pourtant, je ne sais pas si require ça fait partie de jQuery ou pas, mais comment ça Alors, se fait? je pense qu'il y a du jQuery par défaut dans le notebook. Et voilà, D'accord. comme j'en ai pas eu Ok. besoin, quand je fais mes exécutions typiquement sur la page du Lynx ou des choses comme ça, je rajoute jQuery. Mais Mhm. là, pour un notebook, en fait, alors j'ai pas testé. On l'a de base, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. J'ai pas regardé si là ici je peux mettre un $, si ça allait bien se Bah, passer. normalement, oui, ça doit être dollar MyNetwork, ça doit faire pareil. Voilà. Mais c'est vrai qu'en théorie, on n'a pas forcément besoin d'avoir jQuery pour exécuter Viz. Mais voilà, enfin, globalement, utiliser les deux. Donc juste, je vous récapitule. Principalement, pour faire du Viz, vous avez besoin de 3 JSON, enfin donc de trois structures de données, une liste de nœuds, une liste d'arêtes et un dictionnaire d'options. Et avec ça, ben, le code que je vous ai montré, tout ce qu'il fait, c'est créer un objet graph et l'injecter dans votre HTML. Alors, évidemment, nous ne sommes pas au JavaScript Workshop, nous sommes au Python Workshop. C'est bien Workshop, non? C'est pas Academy. J'aime bien Academy. Bref. Mais donc, du coup, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est assez facile, en fait, de faire directement du Python avec juste la techno que je vous ai montrée. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un petit template HTML. Voilà, un petit template. En gros, ce template, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire créer un div avec un certain identifiant et fait un script qui charge le package viz, crée des nœuds, crée des arêtes et crée le graphe et le balance dans le div. Donc voilà, petit template tout simple. Et un petit code pareil, tout simple, qu'on va appeler visgraph, donc pour tracer un graphe. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre donc des nœuds, des arêtes et des options en format Python. Donc là, cette fois-ci, voilà, vous voyez que le format que vous voulez, c'est du Python. C'est-à-dire vous faites une liste de dictionnaires pour les nœuds, une liste de dictionnaires pour les arêtes, un dictionnaire pour blablabla, pour les options. Et ce truc-là, en fait, va vous afficher le graphe en Vue.js. Donc voilà, le code est tout simple. Ce truc-là, c'est juste pour créer un identifiant aléatoire. C'est juste ça. Voilà, ça va vous faire un petit nom aléatoire pour balancer dans votre div. Et le truc important, c'est ce petit JSON dump string, JSON dumps, qui prend votre liste ou votre dictionnaire en format Python, vraiment Python natif,
et qui va vous transformer ça en chaîne de caractères que votre code JavaScript va manger sans rechigner. Donc, tac. Et c'est tout. Donc là, maintenant, en fait, on va faire du JavaScript, du Vue.js directement en exécutant ici. Voilà. Donc là, vous avez le système par défaut. Tac. Voilà, si j'exécute, hop, ça replace. Vous voyez, ça se passe bien. Donc maintenant, je vais vous parler en détail des 3 JSON, à savoir les nœuds, les arêtes et les options. Alors, je ne vais pas vous faire la totale parce que honnêtement, ça prendrait beaucoup plus que le temps de ce tutoriel. Je vous conseillerais d'aller voir la doc pour en savoir plus. Là, je vais juste vous donner les clés de base. Donc, les nœuds, c'est une liste de nœuds. Un nœud, c'est un dictionnaire. Alors, le dictionnaire, il y a une clé qui est, je crois qu'elle est obligatoire. Je crois que sinon, alors je ne sais plus si Eagle ou s'il va en affecter une par défaut, mais je vous recommande d'en mettre tout le temps. Mettez une clé ID, qui va être donc la clé qui va identifier votre nœud. Vous avez des clés qui sont réservées dans le sens où leur effet, il y a un effet par défaut qui va être déclenché dans Viz Network. Donc, une clé par défaut, c'est label, qui va afficher un titre pour votre nœud. Title, ce n'est pas naturel, title qui va afficher un texte qui va se mettre en surimpression quand vous passez votre souris au-dessus de votre nœud. Groupe, qui va indiquer un groupe, un nom de groupe auquel votre nœud appartient. Juste, hop. Là, vous voyez que dans l'exemple de base de départ, il y avait plusieurs couleurs. Et en fait, c'est grâce au groupe que j'ai identifié ça. Même, j'ai dit qu'il y avait un groupe qui était ici, un groupe qui était là, un groupe qui était là et un groupe qui était là. Et ça a créé automatiquement les couleurs. Et après, vous pourrez faire des choses. Mais voilà. Donc, groupe, ça permet d'identifier des catégories spécifiques d'arêtes. Ça va être pas mal. Image est aussi un nom réservé. Et en fait, vous pouvez mettre toutes les clés que vous voulez. C'est-à-dire, c'est un dictionnaire, vous mettez autant de clés que vous voulez. Ces clés-là, si ce n'est pas des clés réservées, par défaut, Vue.js ne va pas s'en servir, mais elles seront toujours là. Et ça veut dire qu'en fait, votre objet nœud à l'intérieur de JavaScript, vous allez pouvoir utiliser les clés que vous avez, les clés additionnelles que vous avez rajoutées. Donc, typiquement, par exemple, dans le graphe du Lynx, sur les nœuds, il y a à un moment donné une clé URL qui pointe vers la page des chercheurs. Et cette clé, il y a un petit code JavaScript, dont je ne vous parle pas aujourd'hui parce que ça va vraiment faire déborder, qui permet du coup de dire, quand je clique, regarde l'URL associée au nœud et affiche la page du chercheur. Donc voilà, vous pouvez rajouter des clés et c'est ce qui permet d'avoir vraiment un truc ultra puissant. C'est-à-dire vous avez déjà par défaut un truc qui marche pas mal et comme vous mettez des clés arbitraires, vous pouvez mettre autant d'infos que vous voulez et vous pouvez après y accéder dans le navigateur. Donc ça, c'est assez cool. Donc voilà, petit exemple minimaliste. Donc là, je vous ai fait 3 nœuds. Et donc on va afficher les 3 nœuds. Donc voilà, un canard. Donc c'est une sorte d'oiseau. Juste hop. Là, j'ai mis donc le titre et ce qui se passe quand je mets au-dessus. Et j'ai rajouté une image. Voilà. Donc l'image n'est pas utilisée pour l'instant, mais on va y revenir. Petit plus. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien? Oui. Hop. Donc les arêtes. Donc, chez les arêtes, il y a 2 champs recommandés, / obligatoires. C'est from et to. Et les valeurs vont être des identifiants de nœuds. Vous voyez que c'est vraiment assez simple. Et les clés réservées, typiquement, il y a au moins label et title. Il y en a sûrement d'autres, je ne les ai plus en tête, il y en a une certaine liste. Et tout comme pour les nœuds, vous pouvez mettre autant de clés additionnelles que vous voulez. Donc, par exemple, dans le… Hop, je vais repasser. Hop. Où est-ce que j'ai mis ça? Ouais. J'étais trop… Voilà, je reviens. Tac. Donc, en gros, ce qui permet d'avoir la page du chercheur quand on appuie dessus, c'est une URL qui est stockée à l'intérieur des nœuds, donc une clé URL. Et c'est une clé URL stockée dans les arêtes qui permet d'afficher ce petit truc-là. Comme vous voyez, c'est
quand même assez pratique. Et donc, c'est vraiment les objets que j'ai créés en Python. En Python, j'ai rajouté les clés. Et après, avec des JSON dumps, ça s'est fait automatiquement. Voilà, donc on va rajouter quelques arêtes. Donc par rapport à avant, par défaut, il n'y avait que 0, 1 qui était mis. Maintenant, il y a les deux. On a rajouté donc des noms sur les arêtes. Et quand on va au-dessus des arêtes, il y a un petit test qui apparaît. OK? Ouais, juste un truc, title, en fait, tu disais, c'est un peu surprenant, mais en fait, quand tu fais du HTML, c'est normal, c'est la clé qui est réservée dans la plupart des balises pour dire affiche cette info bulle quand tu la survoles avec la souris. C'est de là que ça vient. OK, OK. Mais du coup, ça fait bizarre d'avoir label pour faire un Ouais, truc. Mais voilà. ouais, je suis d'accord, c'est surprenant au début, ouais. Donc, les options. Alors, les options, là, c'est vraiment la grosse caverne d'Alibaba. Vous avez des trucs dans tous les sens. Donc, vous avez des trucs évidents, largeur et hauteur de votre graphe, en pixels typiquement. Vous avez une clé groupe au pluriel qui va vous permettre de définir des paramètres à appliquer pour chaque groupe. Donc, dans l'exemple par défaut, je n'avais pas fait de groupe, mais par défaut, il fait une couleur différente par groupe, mais vous pouvez changer vraiment pour chaque groupe la forme des nœuds, leur taille, vous pouvez en faire des trucs assez sympathiques. La physique, c'est là où vous allez gérer tout le moteur physique d'affichage du graphe. Et Nodes, Edges, c'est des options pour changer la manière dont les nœuds et les arêtes sont affichés. Encore une fois, je ne suis pas exhaustif, on va juste vous montrer, mais le truc est énormissime. Pouf, voilà les différents modules avec leurs options. Et si je vais par exemple dans Physics, voilà la liste des options que vous avez en Physics. C'est external évidemment. Bref, c'est un beau petit bestiau. Donc ça, je vous conseille d'essayer, de regarder ce que ça fait, de vous amuser avec. Hein. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour ce petit truc. Donc là, petites options, qu'est-ce que je dis? Je dis que la forme des nœuds, ça va être une image circulaire. Donc en particulier, ça va l'obliger à aller regarder s'il y a un champ image disponible dans mes nœuds. Il se trouve qu'il y en a. Nœud de taille 40 avec un bord de taille 10. Au niveau des physiques, vu que j'ai fait des gros nœuds, je trouvais que la répulsion était plus sympathique avec une distance entre les nœuds de 300. Donc voilà, hop, une petite option que j'ai prise. Et voilà, donc avec les nœuds, les options, maintenant, voilà ce que vous avez. Un beau petit VJS tout complet avec donc des images, des titres, de la description. On pouvez cliquer partout. Donc là, ça ne fait rien quand on clique, mais après, il y a moyen de faire des choses quand on clique, puisque tout ça est capturable. Et voilà. Et encore une fois, ce qui est important, c'est quand vous regardez vraiment blablabla. Voilà. Le crafter, c'est essentiellement un template qui fait donc 20 lignes, une fonction qui fait 14 lignes avec les imports. Les nœuds, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué à faire. Les arêtes, c'est pas compliqué. Les options, ça se passe bien aussi. Et à l'arrivée, vous avez quand même un résultat qui n'est pas dégueu, qui s'affiche directement dans votre notebook. Enfin, voilà, c'est. Encore une fois, en termes de cours d'apprentissage, je trouve que c'est plutôt sympa comme techno. Donc, c'est pour ça que je voulais un petit peu vous en parler aujourd'hui. Un autre intérêt aussi, c'est que comparé à Graviz, tu peux déplacer les nœuds de ton graphe. Ce qui est pas mal quand même, parce que. Je me permets juste de prendre une minute pour vanter les mérites de la techno que tu présentes. Ce qu'on a tendance à utiliser bien souvent, c'est Gravis qui fait le boulot, place les nœuds pour vous et ainsi de suite, mais on ne peut pas déplacer les nœuds. Ça, c'est le premier problème. Par contre, un inconvénient de Vue.js, c'est que l'objet qui est rendu ici, ce n'est pas un fichier SVG comme on pourrait faire avec Graviz ou avec D3.js. C'est, je ne sais plus le nom de l'objet, mais ce n'est pas ça, quoi, en gros. Et donc, ça peut poser d'autres limitations. Mais bien souvent, enfin, à moins que vous interagissiez avec le SVG, par exemple, au niveau de la feuille de style, 9 fois sur 10, vous vous en foutez, quoi. C'est un canevas. Voilà, un canevas, merci. Voilà, c'est un canevas. Et effectivement, sa caractéristique, c'est qu'en fait, le canevas n'est pas directement visible dans le code source. Parce que quand vous faites des techniques SVG, en fait, votre graphe, vous le voyez là. Et en Canva, il y a juste un espèce de placeholder. Et le graphe lui-même, ben, je pense qu'il est dans la mémoire du navigateur, en fait. Mais il n'est pas injecté dans le code source de la page.
Mais bon, c'est effectivement un inconvénient relativement mineur à mon avis. Ouais. Surtout que tous les événements qui se passent dans le graphe, même si là, on voit pas dans le source, les événements peuvent être capturés sur le JavaScript contenu dans la page. Donc, en pratique, ça change pas grand-chose en fait. Ouais, tout à fait. Tout à Voilà, fait. voilà. Le seul intérêt, c'est que quand tu as le SVG, bah, du coup, tu peux appliquer du jQuery dessus, par exemple, pour itérer sur des trucs, mais enfin, c'est des cas tellement à l'edge qui ne nous concernent a priori pas en tant que chercheurs. Donc, Oui, mais ce que je viens de te dire, c'est qu'en fait, le jQuery, vu que tu as accès aux nœuds et compagnie, en fait, tu peux aussi itérer sur les nœuds, sur les arêtes et ce que tu veux. Ah oui, d'accord, ok. Mais autrement, du coup, ok. C'est quasi transparent, hein. Honnêtement, tout se passe comme si, tout se passe comme si. Ok. Bah, Ok, encore ok. une fois, je reviens hop, sur l'exemple du graphe du lynx. Mhm. Donc, encore une fois, ah, j'ai fini par le faire planter. Bon, c'est possible, hein. Voilà. Dans ce truc-là, bah, le code qui dit quand je clique là-dessus, affiche ça, c'est un code qui est extérieur au Canva. D'accord. Donc, même si les nœuds et les arêtes ne sont pas officiellement visibles dans le Edge, en Mhm. pratique, tout se passe bien. Alors, ça va être un peu dégueu, je pense. Alors, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Voilà. Donc là, typiquement, tu as les parties cachées de mon code. Paf, paf, paf. Voilà, typiquement, ça, c'est le truc qui déclenche l'affichage des pages ou des publications communes quand on appuie sur le truc. Et donc, tu vois, en fait, le truc, c'est que ton objet network, qui est créé à l'extérieur du Canva, mais qui injecte le graphe dans le Canva, en fait, tu peux l'appeler. Et en particulier, tu peux dire qu'est-ce qui se passe quand je clique sur le Canva. Et à partir de là, ben, tu déclenches tout le bestiau, quoi. Oui, oui, non, mais c'est là la différence. C'est là qu'est la différence. C'est que tu vois que tu as un network.on. Donc, en gros, ça veut dire que ton objet expose une méthode qui permet de rattraper des événements. Mm. Et typiquement, c'est pas comme ça que tu le ferais en SVG. C'est là où la différence réside. Mais Tout à fait, mais à part à l'initialisation, si tu veux, où justement tu oui, oui, dois. après, c'est pareil. Après, c'est pareil. Ouais. Mm. Ok, merci. Pas de souci. Petite question, il y a moyen d'exporter les graphiques générés vers quelque chose d'utilisable sur autre chose? Alors, ce qui est très facile à faire, c'est de faire un export en HTML. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, j'aurais préféré un truc genre un PDF ou un SVG ou un truc comme ça. Alors, bonne question. Bonne question. J'ai jamais eu besoin de rechercher ce truc-là, donc peut-être. Dans le pire des cas, je vais pouvoir imprimer en PDF le HTML. C'est un peu port, mais ça doit fonctionner. Print screen. Pardon. Euh, qui ne l'a jamais fait dans ce meeting? Voilà, donc ça c'est fait. Non, je veux dire, une fois que tu as positionné les nœuds comme tu veux, que tu trouves que c'est joli, paf, t'exportes en un truc qui soit redimensionnable à foison. Ça doit sûrement exister. Ça doit sûrement exister, mais j'avoue que je n'ai pas encore trouvé. Voilà, donc peut-être. Ok, ok. C'est sur l'import, ils sont assez grassouilles. Tu peux vraiment importer pas mal de trucs, mais sur l'export, je n'ai pas encore vu. Donc bonne question. Je n'ai pas de bonne réponse. D'accord. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc vous avez vu, juste pour la petite histoire. Là, dans le code que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est le même qui est utilisé sur le site du Lynx. En fait, les nœuds et les arêtes sont injectés directement dans le code HTML. Il faut savoir qu'il y a moyen d'être un peu plus propre et de créer un HTML qui va chercher un fichier JSON. Donc, moi, personnellement, je trouve que tout mettre dans un fichier
Et sachant que le HTML est censé, le code source, on n'est pas censé le lire, c'est pas si mal. Mais je vous dis qu'il y a une autre école qui existe, qui consiste à écrire vos fichiers JSON et plutôt que de faire varnodes égale, et là vous mettez votre JSON directement, varnodes égale une URL où vous allez récupérer le JSON. Ça marche aussi. Voilà. Ça vous fera un code source HTML qui sera un peu plus propre. Mais ça vous obligera du coup à préparer des fichiers JSON indépendamment et aller les chercher. C'est une question de goût un petit peu.